Bonsoir à tous et merci de préférer la chaîne de développement BB24. C'est le grand rendez-vous qui démarre à la deuxième heure du soir. Au menu, 4 plateaux plus le journal. Les détails après la météo. Oui, merci à tous de nous rejoindre sur le grand rendez-vous. Ce soir, nous parlons d'albinisme. Oui, l'albinisme, c'est une maladie et les personnes qui en sont atteintes méritent vraiment des soins particuliers pour leur bien-être. Nature et bien-être partage avec vous ce soir l'expérience d'une personne atteinte d'albinisme, mais très épanouie. Rendez-vous tout à l'heure sur Nature et Bien-être. L'enfant africain est à l'honneur sur Autant Savoir ce mardi et demain, mercredi également. Ce soir, nous allons répondre à une interrogation. L'enfant africain jouit-il vraiment de ses droits vu les pesanteurs socio-culturelles? Voilà la question. Réponse tout à l'heure du président de l'ONG Enfants d'Afrique et du Monde, un grand ami des enfants que nous allons recevoir tout à l'heure sur Autant Savoir. Alors, nul ne réussit seul. C'est une assertion à laquelle la communauté internationale adhère en définissant l'objectif de développement durable numéro 17 qui demande à ce que toutes les parties soient donc en collaboration vers l'atteinte des 17 objectifs du développement durable. Nous allons un peu analyser comment est-ce que le Bénin, sinon les pays africains s'arrangent pour donc définir des politiques intégrales afin d'atteindre bien sûr ces objectifs tout à l'heure avec l'expert de ce grand rendez-vous. Il sera également question de beauté pour ce numéro du grand rendez-vous. Nous allons parler de la teinte des cheveux. Retenez tout simplement que la beauté, le goût seul ne suffit pas. Il faut donc des précautions à prendre pour réussir la teinte de ses cheveux. Quelles sont ces précautions donc? Réponse tout à l'heure sur beauté au pluriel avec Fulgencia et son invité. Voilà donc le menu des différents plateaux de ce grand rendez-vous. Nous allons avec Estelle Aurore Espérance Pazou ce soir suivre le journal à 19h45. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Asium Simplice Kaba. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Il y aura quoi au menu? Alors, nous sommes à la veille de l'examen du baccalauréat et comme à l'accoutumée, tout est mis en place pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. Nous verrons le constat.
La fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. Et puis, instant cinéma dans le journal, Rebecca Adjinankou nous fera le point de la projection de La Miséricorde de la jungle. Le film de Joël Karikesi est talon d'or à la 26e édition du FESPACO. Et les autres détails sont à suivre à 19h45. À 19h45, donc dans moins de 40 minutes exactement, on vous retrouve Estelle Pazot. À tout à l'heure, Asium Simplice Kaba. À tout à l'heure donc. Allez, le grand rendez-vous ouvre à présent ses plateaux et on commence par Autant savoir. Autant savoir, ce soir, nous parlons des enfants, surtout de l'enfant africain. Une question, est-ce qu'il arrive vraiment à jouir de ses droits, vu les pesanteurs socio-culturels auxquels, bien sûr, il fait face? On va répondre à la question tout à l'heure. On suit d'abord cet extrait du documentaire réalisé par Agnat Bello Onifade. Je suis une orpheline de paix. La contribution que tous mes camarades paient, moi je ne donne pas. Pour les petits déjeuners, c'est difficile. De même, les agents d'évaluation. L'éducation est un droit pour tous les enfants béninois. Et tant qu'il y aurait encore des enfants à la maison ou ailleurs, et non dans les classes, nous ne sommes pas satisfaits. Toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de le droit à l'éducation, un droit fondamental pour tous les enfants, une utopie pour certains enfants béninois. Ils n'ont toujours pas accès aux classes et s'ils y ont accès, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils y demeurent. Qui n'a pas tombé se lève quand voilà, se lève. Français se lève. Ouais, que font les petits-enfants dans la maison? Ici. Que font-ils? Oui. Le constat est également le même dans la commune de Zé, l'une des communes les plus pauvres du Bénin. 143 écoles maternelles et primaires confondues. 540 classes ouvertes de la maternelle au CM2. Telle se présente la circonscription scolaire de la commune de Zé. Autant de possibilités de scolarisation pour les enfants de Zé, mais qui ne suffisent guère. La politique du conseil communal, c'est de faire en sorte que aucun enfant de parents démunis ne reste à la maison. Il faut aussi dire que c'est vaste, sinon qu'on n'arrive pas à couvrir tous les villages. On n'arrive pas à couvrir tous les villages en matière d'infrastructure scolaire. Ce qui fait qu'on retrouve certains enfants encore dans la rue. On revient bien sûr en plateau, on quitte vraiment la rue où on retrouve malheureusement donc, des enfants. En plateau, on retrouve M. Norbert Fanon Akoro, un grand ami des enfants. Il est le président de l'ONG Enfants d'Afrique et du Monde. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'accepter d'être des nôtres ce soir sur le grand rendez-vous et particulièrement sur Autant savoir où on retrouve également Agnat Bello Onifade. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Alors, il est question ce soir de répondre à une interrogation. L'enfant africain jouit-il vraiment de ses droits face aux pesanteurs socioculturels? Voilà, merci déjà à notre invité d'être avec nous sur ce plateau. On dit souvent de façon unanime, tout le monde est d'accord, les droits de l'enfant sont aujourd'hui universellement reconnus. Mais face aux pesanteurs sociales et culturelles ici en Afrique, est-ce qu'on peut dire que l'enfant africain jouit-il véritablement de son droit? Vous avez la parole, M. Fanouako. Merci bien, Madame la journaliste. Je pense que, comme vous avez commencé par le dire, nous sommes partis des besoins pour revenir sur les questions des droits, parce que les droits sont exigibles. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins, mais lorsque c'est des droits,
C'est des normes qu'il faut respecter et c'est tout un long processus qui a conduit à ce que finalement on parte de la déclaration à la convention. Donc de 1924 à 1989, vous voyez, la démarche a été longue et parce qu'une convention engage ceux qui les ratifient et c'est ainsi que tous les États, presque tous les États, ont ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en 1989. Oui, si on revient à l'Afrique, oui. L'Afrique a ressenti le besoin de se doter d'une charte personnelle. Exactement. L'Afrique est le seul continent au monde qui s'est dit oui, la Convention, d'accord, mais nous avons des spécificités chez nous et par conséquent, il faut qu'on puisse avoir une charte qui ressemble à l'Afrique et aux Africains, surtout aux enfants africains. Donc, le Bénin est parti donc, de cette charte-là. C'est presque tous les États. C'est vrai que ça a été très lent à la ratification, mais aujourd'hui, je crois que la grande majorité des États africains ont ratifié cette convention, cette charte-là, et donc nous plonge justement dans la mise en œuvre le sens de chaque article de la charte. La charte a pris donc en compte les réalités africaines, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça l'idée de base, pour dire oui, convention, tout ça ressemble, c'est bateau ça. Alors nos spécificités ici, c'est que nous sommes des Africains et on a reproché certainement à la convention de n'insister que sur les droits des enfants. Et les Africains ont estimé que oui, s'il y a droit, il y a devoir. Alors, que devraient être les devoirs des enfants? Je crois qu'on en viendrait là si vos questions permettent de revenir là-dessus. Ouais. Déjà, revenons sur les droits. Alors, les droits, on les connaît, cela a été dit. Aujourd'hui, on les connaît, mais est-ce qu'on les applique? C'est ça. La question de l'application des droits en Afrique est une grande question parce que à toutes les réunions que j'ai eu la chance de participer, les questions qui sont évoquées, c'est les violations massives des droits des enfants, partout. En Afrique. En Afrique. Et les Africains s'en défendent en disant, mais on n'a pas assez de ressources et c'est pour ça qu'on ne couvre pas les droits de ces enfants. Mais c'est les mêmes principes. Les principes qui guident la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, c'est les mêmes principes au niveau de la charte africaine. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'opinion de l'enfant, il faut laisser l'enfant s'exprimer, et ensuite la survie et le développement. J'ai vu que l'extrait du passage qu'on a eu s'est appesanti sur l'éducation. Je pense que c'est la porte d'entrée du savoir. Et il était important qu'aujourd'hui, je ne parle pas que de l'enseignement, je parle de l'éducation. L'éducation, pour moi, a un sens plus large que l'instruction. Et de ce point de vue-là, je crois que la Convention a insisté là-dessus. Et comme c'est presque une photocopie de la Convention avec la spécificité africaine qu'est la Charte, c'est aussi valable au niveau de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant que de la Convention, et parce qu'il y a toujours cette partie où on a parlé de survie et développement. D'accord, survie et développement de l'enfant. De l'enfant. Et ça, c'est un des principes. C'est un des 4 principes. Un principe qui est censé être acquis pour l'enfant. Absolument. D'accord. Un principe donc qui est censé être acquis pour l'enfant, mais qui ne l'est toujours pas. Quelle est la place des pesanteurs sociales dans le non-respect de ces droits-là pour ces enfants? Moi, j'ai l'habitude de dire que tout ce qui s'est passé avant le 20 novembre 1989, c'est derrière nous. Mais à partir du 20 novembre 1989, les choses sont, disons, codifiées. Et la question des droits de l'enfant, qui a été un long processus, est un résultat. Si je prends la Convention, c'est le résultat de plusieurs années de négociations, de remise en cause, de consensus, parce que vous avez plusieurs sensibilités, les religieux, les États, et chacun y a mis de son poids pour qu'on en arrive à ce niveau-là. Donc c'est consensuel. C'est dommage que souvent les Africains estiment qu'ils n'étaient pas présents au débat, alors que c'est tous les États qui existaient, qui ont pu participer, et par conséquent, ce n'est pas une bonne raison de dire, nous,
Non. On n'était pas là quand vous avez décidé ça pour nos enfants. Et que ça, c'est l'affaire des Blancs. C'est souvent ce qu'on a tendance à dire. Mais M. Fadouako, nous parlons des pesanteurs socioculturels en Afrique, des réalités africaines. Est-ce que ces partis-là qui sont... en tout cas, je voudrais parler des conservateurs. Est-ce qu'ils étaient invités au débat? Est-ce qu'ils étaient là, en réalité? Lorsqu'on veut faire ce genre de choses, c'est chaque pays qui s'organise pour prendre le point de vue des représentants de l'État. C'est vrai qu'on devrait peut-être faire une large consultation pour que les gens s'expriment, parce que c'est une question essentielle. Parce que ça gère la vie de l'avenir d'un pays, parce que les enfants, c'est cela. Ces gens-là, je veux dire, les conservateurs, ils ont comme l'impression qu'on conçoit quelque chose, on leur amène ça pour dire, ben, écoutez, mais voilà ce qu'on va faire désormais. Ils n'étaient pas impliqués dans le débat au départ. Ils auraient quand même exprimé leur réticence et tout ça aujourd'hui, en ce moment-là. Ça fait rire parce que si on vous donne une place, vous ne l'occupez pas, vous ne venez pas au débat, vous pensez que les autres vont réfléchir à votre place et qu'ils connaissent mieux vos problèmes que vous-même. Bon, mais on va vous mettre... devant le fait accompli? Oui, si c'était ça le cas, encore que je ne suis pas certain que l'Afrique ait manqué de voix dans ce débat-là. L'Afrique était là au rendez-vous. Je pense qu'on peut peut-être condamner qui étaient ceux-là qui nous ont représentés. Voilà. Ils ont tenu compte des réalités du moment pour dire ce qu'ils avaient à dire. Et de toute façon, le test en 89 a été pris par les Nations Unies et ça engage tout le monde. Maintenant, revenons à la charte. À la charte, justement. Oui, parlons de la charte. Est-ce que les Africains ont été pris vraiment en compte? Non, la charte n'est pas... Je sais que c'est africain. On sait que c'est africain. On sait que c'est africain. On sait que la charte elle est africaine. Si on peut parler un peu de certains droits, si vous permettez, j'aimerais quand même qu'on puisse revenir à un droit qui revient sur toutes les lèvres, souvent quand on parle du droit des enfants, le droit à la parole. Pendant longtemps, dans notre culture, l'enfant n'a pas le droit à la parole devant les adultes. C'est seulement les adultes qui décident pour l'enfant ce qui est bon pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on en est en quoi à cette étape? D'abord, la grande question, c'est tout ce qu'on a dit des droits là, tout ce qu'on a écrit. Il y a combien qui s'intéressent à ça? Je prends les personnes instruites. Est-ce qu'il nous est arrivé de nous arrêter pour dire, mais on parle tellement de droits de l'enfant, mais de quoi ça retourne? De quoi on parle? Nous parlons des droits humains. On a pensé que c'est ceux qui ont fait le droit à l'université c'est leur affaire. Encore que là, ce qu'on a appris à l'université n'est pas ce qui est courant. Et donc, il y a des documents clés qu'il faut avoir sur soi. Et je pense que les conventions, il faut savoir les lire, les interpréter et faire surtout la bonne interprétation. Oui, mais cela n'est pas à la portée de tout le monde. Si vous devrez vous adresser aux téléspectateurs qui nous suivent, celui qui est à Tangueta ou celui qui est à Tchoumi Tchoumi et qui ne comprend peut-être pas grand-chose dans la convention et qui a besoin quand même de savoir qu'est-ce qu'il faut. Ces enfants ont besoin de quoi pour que leurs droits soient respectés? Vous lui direz quoi en peu de temps? Alors, ce que je lui dirais, il veut savoir sur les droits de l'enfant, qu'est-ce que je lui dirais dans sa langue si j'étais là-bas? Je commencerai par les principes qui sont là et qu'il ne faut pas violer. C'est important. Les 4 principes sont là. Je lui parlerai également des 4 catégories des droits de l'enfant qui existent et je lui demanderai de faire l'effort pour respecter cela. Je lui demanderai aussi d'être attentif parce que la radio rapproche aujourd'hui les gens. La télévision, pour ceux qui ont accès à cet instrument, rapproche les gens. Et là, on peut apprendre pas mal de choses si vos invités sont des spécialistes dans les domaines pour lesquels vous les invitez. Et ils peuvent éclairer davantage les gens. Vous savez, je disais en coulisses que j'avais eu de temps en temps l'occasion d'être invité comme expert par l'UIP, c'est l'Union internationale des parlementaires, à la CEDEAO, où il est souvent question de parler du travail des enfants. Et quand vous y allez, j'avoue que très peu de députés font attention aux normes qui existent, les conventions de l'OIT qui interdisent, qui disent l'enfant n'a pas sa place au travail, mais sa place est à l'école. Vous en parlez, les gens vous disent mais de quoi il parle? Et vous dites
Le travail des enfants est interdit. Surtout les petites femmes du travail, on vous demande, mais écoutez, de quoi vous parlez? Monsieur Fanouako, on n'a pas envie de vous laisser, pourtant le temps qui nous est imparti est totalement terminé. On aura peut-être d'autres occasions de revenir sur comment faire accepter aux Africains que leurs enfants ont des droits et qu'on ait été à la table de négociation pour la convention ou pas. Ces droits s'appliquent à tous les enfants du monde. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Assom Gaba, merci à vous de nous avoir reçus. Merci également à vous, Agnette Onifade-Bello, d'être venu sur ce plateau avec M. Nobel Fanouako, un grand ami des enfants. On comprend tout simplement que les enfants n'ont pas leur place dans les champs, dans les ateliers et tout. Ils ont leur place plutôt donc, à l'école, oui, mais il faut remplacer les enfants par d'autres moyens, les matières, c'est-à-dire le matériel adéquat pour que l'on puisse vraiment amorcer, sinon atteindre les objectifs du développement comme veut la communauté internationale. C'est ce qu'il faut aussi, et là il faut également les moyens pour pouvoir y arriver. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. On va recevoir dans un instant, oui, Fulgencia et son invité. Il sera question de beauté, de la teinte des cheveux. Oh, les Africaines qui ont les cheveux bleus. Comment expliquer ça? Beauté au pluriel. Ah oui, nous sommes bien évidemment en Afrique, mais on en rencontre qui ont des cheveux bleus, les femmes surtout, les dames, bleu, marron, jaune. On se pose la question, ben, qu'est-ce qui se passe? Mais le goût seul ne suffit pas pour choisir la couleur de teinte, sinon de la coloration de ses cheveux. Il faut des précautions. Lesquelles? Réponse derrière cet élément. J'ai mis la teinte pour me rendre plus belle. Je mets les teintes pour sortir, pour être plus remarquable. De l'or par ici, du rouge au vin par là, et bien d'autres encore. Toutes ces couleurs dans un décor féerique traduisent un seul mot, beauté. Il s'agit des teintes. Pour préparer une teinture, il y a le produit et il y a des teintures qui prennent l'eau oxygénée. Il y a des teintures qu'on prépare avec de l'eau simple. Il y a des teintures qu'on prépare avec de l'eau simple, c'est des teintures naturelles. Ces teintures-là, par exemple, ils n'ont pas de conséquences impacts sur les cheveux. Les teintures qu'on prépare souvent avec de l'eau oxygénée, après chaque teinture, il faut nécessairement faire un traitement pour que ça n'agisse pas sur les cheveux. À l'instar des objets embellis par la teinte, désormais, la tête des hommes reçoit aussi des couches de teinte. Derrière cette beauté se cachent des conséquences sur la santé. Il y a des têtes justement qui ne supportent pas de la soude. Donc souvent il y a la soude dedans. Donc dès que tu passes sur la tête, ça touche à leur peau, ça les irrite assez. Ça les irrite beaucoup. Ça peut créer des petits plaies dans les cheveux ou sur le cuir chevelu. Et après ça, des fois on met cette teinte à des gens. Juste les 2 heures qui suivent, la teinte s'enfle au point où on a peur. Tout de suite, on se rend à l'hôpital pour se faire acheter des médicaments. Là, c'est le coiffeur ou la coiffeuse qui est interpellé à tout bout de champ. Et ce cas, moi, j'en ai connu plusieurs fois. Je ne m'affole plus dès que ça sort. J'ai un moyen pour calmer le mal. Des conséquences, oui, mais qui sont vite maîtrisées selon ce responsable du salon de coiffure. Très souvent, c'est des antibiotiques. Qu'on prescrit à notre clientèle d'utiliser. Et dès que la cliente met sa confiance en nous et il suit ses conseils, au bout de 3 jours, il est guéri. Mais très souvent, les clientes ont peur. Donc tout de suite, elles se jettent elles vont à l'hôpital et se confient à un docteur pour se faire traiter. Merci beaucoup à Hospice Rotonou pour cet élément. On revient en plateau avec Fulgencia Moutondi. Bonsoir Assom. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous savez pourquoi je ris? À cause de mes cheveux? Oui. Ah, j'ai tenté mes cheveux. Marron, puis noir. Bon, on dirait
C'est une Je suis à la européenne. mode à Sion. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est la tendance du moment. Ben, je retrouve en tout cas des cheveux plus ou moins noirs ici. Ouais. La couleur la plus connue ici, de ce côté, vraiment. Merci beaucoup en tout cas de venir. En couleur sur ce plateau, Tatiana Agboton, bonsoir. Je vais rajouter à Sogba. Tatiana Agboton Sogba. Voilà. Ah oui, il faut l'ajouter. Elle revendique ça. Elle est coiffeuse, elle revendique ça et c'est tout à fait normal en tout cas. Je m'excuse auprès de qui de droit, voilà, d'avoir oublié à Sogba, voilà, tout simplement. Alors on revient en plateau, on parle aujourd'hui de la teinte des cheveux. Oui, absolument. Et on se dit que la beauté seule ne suffit pas. Il faut des précautions. On a suivi tout à l'heure l'élément. Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais d'entrée de jeu demander à Madame Tatiana Assogba Agboton, tout le monde peut-il aller vers les teintes? La teinte, non. Je dirais tout simplement non, parce que tout le monde n'est pas prêt pour aller vers la teinture. Alors on appliquera la teinture que sur un cheveu sain. Donc le client qui a un cheveu déjà abîmé de base ne peut en aucun cas subir une teinture du cheveu. Oui. Voilà, Il y en a qui font des frisages, on mêle les tout. Il y a des règles à Et on adopter. mélange tout. On doit s'assurer que le cheveu il est sain avant d'appliquer une teinture. Donc si le cheveu à la base est déjà cassant, c'est pas possible, normal, c'est pas du tout conseillé d'ajouter une teinture. Quand vous parlez de cheveux sains, c'est quoi? Est-ce que c'est les cheveux non défrisés ou les cheveux non, naturels? pas spécialement. On peut avoir des cheveux défrisés qui sont en bonne santé, donc ils ne sont pas cassants, ils n'ont pas de fourche, ils sont brillants, ils sont c'est plein de vie et en pleine santé. Au-delà de ça, les femmes enceintes aussi, il y a une polémique par rapport à ça, parce qu'en fait, lorsque la femme est enceinte, surtout dans le premier trimestre, au cours du premier trimestre, c'est l'organogénèse, donc les organes sont en train de se mettre en place, donc il est mieux que tout soit le plus naturel et le plus sain possible, parce qu'il y a des études qui disent que ça passe par le sang et tout, donc c'est pas prouvé, mais il vaut mieux être prudent. Au-delà de ça, il y a des gens qui sont très allergiques, sachant que c'est des produits qui ont parfois des odeurs aussi un peu fortes. Donc si la personne éternue beaucoup et tout ça, il ne sera pas non plus compté parmi ceux qui pourront. D'où la nécessité de faire des tests. L'idéal, c'est de faire les tests, mais ici, c'est très compliqué avec les clientes. Donc les tests, c'est que la personne passe 24 heures ou 48 heures à l'avance, on applique sur une mèche à l'arrière. Et puis, si elle n'a pas de réaction dans les jours qui suivent, elle revient pour faire sa teinture. Mais en fait, ici, c'est très difficile. Elle vous dit qu'elle revient pas. Elle a fait une partie de la teinte, elle n'a pas payé, elle ne revient. C'est très compliqué. On a des clients. Les clients n'acceptent pas. Les clients n'acceptent pas souvent. Les tests. Donc, ce qu'on doit faire en tant que professionnel, c'est de s'assurer déjà de faire un bon tri. Donc, on trie de façon à ce que ce soit les choses les plus acceptées. C'est vraiment le moins allergique possible et tout. Donc, on fait un tri réel. Et malheureusement, ce tri inclut des coûts. Donc, ça fait que la teinture de celui qui fait attention à tout ça va forcément coûter un peu plus cher. Et généralement, parfois, ça fait fuir d'autres aussi. J'ai suivi Doggy tout à l'heure dans l'élément qui disait qu'il y a des clients à qui vous faites vous teintez les cheveux et puis vous remarquez que la tête s'enfle oui, mais automatiquement. justement, s'il n'y a pas eu de test à la base et que le produit, par exemple, qui a été utilisé est très abrasif ou n'est pas très conseillé, parce qu'il y a de tout sur le marché. En fait, vous avez des teintures à rien du tout, des trucs emballés dans des sachets où on n'a pas d'étiquette, on n'a pas d'ingrédients, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La dame amène, elle dit de mettre. Chez moi, c'est non. Maintenant, il y a des coiffeurs qui eux-mêmes l'utilisent comme ça. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a de quoi ne pas pouvoir encadrer la chose. Voilà. Eh bien, moi, je me rappelle de cette teintes-là que nos grands-mères, elles mettaient. Vous voulez parler de Yombo? Yombo, voilà. Yombo. C'est toujours d'actualité, vous les utilisez? Non, on utilise de moins en moins, mais bon, je crois que dans les préfonds de Cotonou et du Bénin, ça doit être toujours utilisé. Ah, le Yombo voilà, aucun professionnel digne du nom n'utilise ce genre de choses. Ah, voilà. Le Yombo. Ouais, c'est bon, il y a même des chansons pour... Par rapport à ça. Yombo et Yombo. Eh bien, Assio m'a parlé tout à l'heure des frisants, de ceux déjà qui se sont déjà défrisés. Est-ce qu'il n'y a pas de risque déjà pour eux d'aller vers les teintes? Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que naturellement, l'Africaine a les cheveux secs. On a les cheveux secs. Contrairement aux caucasiennes, aux blanches, si on veut dire, qui généralement les cheveux gras. La belle preuve, elles font les shampoings beaucoup plus régulièrement que nous, parce qu'au bout d'un moment, leurs cheveux collent. Donc, lorsqu'on applique une teinture qui généralement sèche un tout petit peu le cheveu quand même s'il est de bonne qualité, il y a toujours un tout petit côté un peu rêche sur des cheveux
qui sont peut-être abîmés par un défrisage. Parce que les femmes, quand elles se défrisent les cheveux, elles en prennent plus soin. Au Bénin, c'est ça. Enfin, en Afrique, généralement, c'est ça. On se dit c'est la solution la plus facile. On défrise, c'est raide, et puis on s'en occupe plus. Ce qui devrait être le contraire. Parce qu'en fait, vous avez apporté un élément chimique qui est venu déstructurer le cheveu. Donc, il a fragilisé, que vous le vouliez ou non. Même s'il est brillant, il n'est plus dans sa nature initiale. Donc, à partir de ce moment, on devrait en prendre un peu plus soin avant de penser à y rajouter de la teinture. Donc, si le cheveu défrisé n'est pas en bonne santé, c'est non, il n'y a pas de coloration. Est-ce que la teinture peut rester de façon permanente sur la tête? Alors, il y a plusieurs types de teintures. D'accord, on a des teintures permanentes et des teintures semi-permanentes. Les teintures permanentes sont définitives. Donc, en fait, la couleur ne changera plus. Mais toute la vie. Jusqu'à ce que vous coupez la partie qui a été colorée ou jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles repousses. Les repousses qui vont sortir comme à l'état initial. Donc, puisqu'on est noir, ça va sortir frisé et noir. Par contre, les colorations semi-permanentes, elles partent au fil du temps. Donc, au fil des shampoings, la couleur va diminuer jusqu'à disparaître tout doucement. Voilà. Alors, on a constaté que c'est beaucoup plus les femmes qui ont les cheveux crépus qui se dirigent vers les colorations, les teintes et tout. Oui. Alors, quelles sont les couleurs à éviter? Alors, déjà, je vais clarifier cela. Je pense que c'est tout simplement parce que généralement, les femmes, quand elles sont crépues avec leurs cheveux noirs, elles trouvent que c'est un peu brut. Donc, elles rajoutent un peu de peps en mettant de la couleur. Donc, je crois que c'est pour ça que vous justifiez cela par le fait que c'est les nappies qui utilisent de plus en plus ces couleurs-là. Alors, par rapport aux couleurs à éviter, il faut savoir que vous ne pouvez pas passer du noir, complètement noir, au blanc platine. Comme ça. Il faut le faire en douceur. Il faut vraiment le faire en douceur parce que c'est un changement trop radical, trop drastique pour le cheveu. Donc, à coup sûr, c'est la casse assurée. Au-delà de ça, ça crée des répercussions. C'est clair, parce qu'en fait, pour avoir ces couleurs, on rentre dans le cortex. La couleur va dans le cortex et déstructure en fait le cheveu. Donc, on blanchit le cheveu. Donc, une couleur ne peut pas prendre, je donne juste l'exemple, quand vous faites la lessive et que vous mettez votre linge noir et que vous mettez du rouge à côté, le rouge n'ira jamais dans le noir. D'accord? Mais par contre, quand c'est blanc, ça prend toutes les couleurs. C'est pareil avec les cheveux, en fait. Le principe est le même. Donc, pour pouvoir avoir du noir, si vous avez des cheveux noirs et que vous voulez une couleur, vous devez blanchir le cheveu pour la plupart du temps. D'accord? Avant de pouvoir mettre la couleur. Il y a des couleurs, soi-disant, qui sont toutes en un. Généralement, c'est un gros danger parce que la plupart du temps, c'est dosé. Ça ne peut pas changer de couleur. Nos cheveux, en tout cas noirs, crépus, ne peuvent pas changer de couleur du tout. Donc voilà, il faut éviter les changements drastiques. Quitter du noir pour du blond platine, c'est pas possible. Rapidement, c'est pas possible. Ça va être vraiment progressif. Du noir, il faut passer à quelle couleur d'abord? Vous pouvez quitter du noir pour du marron, il y aura moins de choc. Vous pouvez quitter du noir quand vous quittez du noir pour du doré, du très doré, alors là vous voyez c'est du noir au doré. L'écart le saut de couleur il est très élevé. Et pour pouvoir faire ça en fait on utilise des oxydants. Donc les oxydants ont plusieurs volumes. Et beaucoup de coiffeurs sur le terrain ne savent pas que par exemple pour le cheveu noir on ne dépasse pas le volume 20. On ne dépasse pas le volume 20. Il y en a beaucoup qui utilisent du 30, du 40, du 50, du 60. C'est pas recommandé. C'est pas possible. Sur nos cheveux ne le supportent pas. Nos cheveux crépus ne le supportent pas. De noir, généralement, ne le supportent pas. Ça les abrase, ça les abîme énormément. Alors, moi, je voudrais savoir, entre deux teintures, il faut rester combien de temps? Alors, généralement, on a des clientes parfois qui appliquent la couleur. Elle a vu ça dans le catalogue, c'est joli, elle veut ça. Mais lorsqu'on l'applique, elle ne se reconnaît pas ou elle réalise que quand elle va sortir de là, elle va être pointeuse du doigt ou ça ne cadre pas avec son métier. Alors, elle demande tout de suite qu'on change la couleur. C'est non, et c'est pas possible. Les gens le font, mais je ne le conseille pas du tout. Fait. Voilà, et vous l'assumez. Parce qu'en fait, il faut un écart de 3 à 6 mois entre deux colorations en fonction de la marque utilisée. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, c'est bien beau d'aller vers les teintures, mais il faut prendre des précautions. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Fulgencio, à très bientôt. Merci également à vous. Tatiana, à très bientôt parce que les consignes, les techniques, j'ai vraiment aimé. Je pense que ça va édifier plus d'une. Bon, pour ne pas dire plus d'un. C'est vrai, j'en ai vu également dans les éléments. Il y a des hommes aussi qui font la teinture. Bon. Voilà. Souvent, c'est les joueurs qui font les artistes, les sportifs, c'est la plupart. Merci à vous, à très bientôt. Oui, on va continuer cette fois-ci avec
oui, on continue bien évidemment sur le grand rendez-vous avec l'expert. Ce soir, nous parlons de l'objectif numéro 17, objectif de développement durable numéro 17, qui demande à ce qu'il y ait donc de la collaboration, des partenariats entre, bien sûr, les parties, que ce soit l'État, le privé, le social, l'économique, le business, tout le reste, pour donc aller amorcer l'atteinte, bien sûr, de ces objectifs-là, définis depuis plusieurs années déjà au Bénin. On attend depuis 2015 oui. Et pour 2030, qui est donc l'échéance fixée pour atteindre ces objectifs-là. Bonsoir Moïse Odokin. Bonsoir Assio. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau pour parler bien sûr de l'ODD numéro 17. On se demande les partenariats vers l'atteinte des objectifs. C'est ça en réalité qui est contenu dans cet ODD-là. Mais dites-nous exactement, si on doit redéfinir un peu les objectifs de développement durable à nos téléspectateurs, c'est quoi en réalité? Merci beaucoup. Les objectifs de développement durable, c'est les objectifs qui ont été élaborés pour contribuer à un monde meilleur d'ici 2030. Et ça a été adopté en 2015 par les leaders au niveau mondial, surtout les institutions des Nations Unies, les présidents et tout le système autour. Ça se repose sur trois caractères, donc le caractère social, le caractère économique et le caractère climatique. Donc beaucoup plus comment est-ce que d'ici 2030, au niveau du social, le monde peut se porter mieux. Comment est-ce qu'au niveau économique d'ici 2030, comment est-ce que chaque pays peut être vraiment indépendant et autosuffit à ses besoins, aux besoins de sa communauté. Comment est-ce que d'ici 2030, nous pouvons en tant que monde mieux se préparer et mieux répondre au changement climatique. Donc c'est un peu, et ces objectifs sont au nombre de 17 et dont notamment le 17 qui est les partenariats pour l'atteinte des objectifs de développement durable. On comprend tout simplement que nul ne peut donc réussir seul. Il faut l'union sacrée autour de ces objectifs-là pour pouvoir amener toute la planète à un mieux vivre, carrément. Oui, et l'un des caractères même des ODD, c'est de ne laisser personne de côté. Et qu'aujourd'hui, pour les objectifs de développement durable sont vraiment assez vastes et requiert l'engagement collectif et des actions d'ensemble. Ceci voudra dire quoi? On faudrait des partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, la société civile. Tout à l'heure, le doyen parlait de l'éducation. Comment est-ce que le secteur privé au niveau du monde, au niveau du Bénin, comment est-ce que le secteur privé peut contribuer à l'éducation? Comment est-ce que les gouvernants peuvent plaider, peuvent faire du plaidoyer, peuvent faire de la mobilisation de ressources pour que ces partenaires-là investissent au niveau communautaire? Comment est-ce que nos responsables au niveau des municipalités, comment est-ce qu'ils mobilisent les ressources pour des projets au niveau local? Comment est-ce que la société civile mobilise les ressources? Parce qu'au final, la société civile, quand elle mobilise des ressources, c'est pour faire des projets à impact communautaire qui, à court et à moyen terme, contribuent à un Bénin meilleur, à une Afrique meilleure et naturellement à un monde meilleur. Un monde meilleur. Oui. Alors, si on prend déjà les objectifs de développement durable tels que vous l'avez décrié tout à l'heure, qui prend en compte l'environnement, l'économie et puis le social. Est-ce que, en parlant de ce partenariat-là, ce n'est pas une manière de lier ces trois piliers-là ensemble pour pouvoir réussir? Oui, naturellement que ces trois piliers sont interconnectés. On ne peut pas parler aujourd'hui du social sans parler de l'économique. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler du social ou du changement climatique sans parler vraiment de l'économique. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que, par exemple, quand il y a
quand il pleut un peu à Cotonou, les dégâts que ça cause. Nous voyons un peu les difficultés qu'ont nos parents à l'intérieur du pays par rapport au sol qui est en train de changer. Nous voyons un peu les difficultés que nos femmes, nos mamans, nos grandes sœurs ont aujourd'hui à mobiliser, à avoir des prêts pour faire des activités génératives de revenus. Donc, tous ces trois piliers sont interconnectés et on ne peut pas seulement s'occuper du social et on ne peut pas seulement s'occuper de l'économique. Et c'est pour cela que l'objectif, c'est ce qui justifie la raison d'être de l'objectif de développement numéro 17 qui demande un partenariat inclusif entre les peuples, qui met les peuples au centre et qui s'assure que l'intérêt, que ce soit des gouvernements, l'intérêt que ce soit de la société civile, que ce soit l'intérêt du secteur privé, soit commun et qu'il y ait une vision commune naturellement qui doit être un monde meilleur. Et cela demande en fait qu'on mette en place une politique, un système d'intelligence collective pour que tout le monde puisse participer à la mise en place des politiques de développement. Oui, un système au-delà même d'un système de partenariat, c'est qu'aujourd'hui, la thématique du partenariat public-privé est de plus en plus développée et de plus en plus conseillée, parce qu'aujourd'hui, un État ne peut pas seul estimer, mobiliser les ressources qu'il faut. Effectivement, nous envisageons et nous espérons que nos pays, surtout au niveau de l'Afrique, prennent le pas. Par exemple, pour donner l'exemple du Ghana qui récemment a décidé de ne plus prendre l'aide au développement. C'est un grand pas, mais comment est-ce que tous les pays aujourd'hui ont la capacité, ont les ressources qu'il faut pour prendre ces décisions? Ça veut dire qu'il faut donc que les entreprises dans ces pays-là participent également au développement. C'est ça le partenariat aussi public-privé en quelque sorte. Et la dernière fois, le président du Ghana l'a bien martelé. Aujourd'hui, le Ghana a beaucoup d'entreprises, a beaucoup d'investisseurs au niveau national qui peuvent vraiment contribuer. Et c'est ce qui justifie l'appel à chaque fois pour que nos gouvernants créent l'espace, créent l'environnement qu'il faut pour que le secteur privé ou la société civile se sentent impliqués, mais que se sentent réellement concernés, se sentent en sécurité. Donc il faut créer alors un système, un environnement qui favorise par exemple la création des entreprises, qui favorise le développement bien sûr de ces entreprises-là aussi, et que la société civile aussi se retrouve réellement dans son rôle pour que ensemble, avec les gouvernants, ils puissent vraiment interchanger et collaborer pour atteindre les objectifs pour le bien-être de la population. Naturellement. Et de plus en plus aujourd'hui, pas seulement de plus en plus, une entreprise a normalement une responsabilité sociétale, c'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas normalement seulement se préoccuper du chiffre d'affaires, mais aussi comment il s'assure que ses employés, comment il s'assure que ceux qui viennent, ceux qui créent de la valeur dans son entreprise sont dans le cadre qu'il faut, dans le cadre de vie qu'il faut. C'est pour ça que de plus en plus beaucoup d'entreprises prennent des engagements, ils prennent des actions pour l'impact directement dans la communauté ou pour soutenir des initiatives qui peuvent directement toucher la communauté. Ouais. Alors aujourd'hui, au Bénin, vous pensez que l'objectif numéro 17 sera vraiment atteint d'ici 2030, selon vous, et que les partis là, c'est-à-dire l'économie, ceux qui sont les créateurs de richesses, la société civile, les gouvernants pourront retrouver l'union qu'il faut en réalité pour amorcer le développement du Bénin? Oui, je pense que le cadre est créé récemment encore. Cela a été recommandé. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une réforme actuellement au niveau du système des Nations Unies et cette réforme vise à un changement structurel au sein des Nations Unies pour effectivement l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, par exemple, récemment, il y a eu un partenariat entre le système des Nations Unies au Bénin et la Fondation MTN. C'est vraiment ce genre de cas que nous aimerions voir des entreprises qui ont quand même certains chiffres d'affaires au niveau du Bénin s'engager à soutenir le système des Nations Unies ou à soutenir des projets et tout. Donc, je pense que oui, si nous pouvons
dupliquer ces genres d'actions si nous pouvons réellement créer l'espace et l'environnement qu'il faut pour que le secteur privé se sente vraiment en sécurité et se sente vraiment en confiance avec les gouvernants. Nous pouvons espérer avoir plus de ce genre de partenariat et naturellement le Bénin pourra quand même faire un grand pas d'ici 2030. Merci beaucoup à vous, Moïse Soloquin, d'être venu sur ce plateau parler de cet objectif qui appelle donc au partenariat. Je comprends, c'est un partenariat désormais entre vous et puis BB24 et particulièrement vraiment c'est vraiment un plaisir. On espère bien recevoir d'autres pour parler également des 16 autres objectifs de développement durable qui appellent tout simplement à l'éradication de la pauvreté. Ça contribue aussi à l'ODD 17. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Nous allons tout de suite nous rendre dans la rédaction de BB24 pour y retrouver qui est-elle? Espérance Aurore Pazougou. Il est 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. C'est déjà demain la composition des épreuves du bac. Pour l'organisation, tout est mis en œuvre pour un examen sans incident. À suivre le constat. Inhaler la fumée est nuisible pour la santé. Il augmente la pression artérielle et cause des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous en parle. Et puis La miséricorde de la jungle de Joël Karikesi, le film étalon d'or de la 26e édition du FESPACO, a été projeté à l'Institut français de Cotonou. À suivre dans ce journal, les grands moments. C'est la veille de l'examen du baccalauréat session de juin 2019. Dans les centres de composition, tout est fin prêt. D'ici demain jour J, les candidats vont pouvoir composer en toute sérénité. C'est du moins le constat de Judith Tossa dans ce reportage. Bac 2019, jour J-1, tout est fin prêt. Les centres retenus à cet effet sont mis au propre. L'inscription des numéros sur les bancs et tables sont faits. Les chefs centres font l'inspection des dernières heures. Nous sommes à pied d'œuvre. Ici, à Aupier, c'est les F3 qui vont composer. Dans 18 salles que nous avons apprêtées, il s'agira de mettre les numéros de façon définitive. À mon niveau ici, Bégamin, tout est fin prêt. Fin prêt, les tables sont déjà disposées dans les salles. On aura 29 salles ici, avec un nombre de candidats égal à 871, disposés dans 29 salles de classe. On aura la série A1 et la série A2. Cette année, le nombre de candidats enregistrés est en baisse par rapport à l'année dernière. Les raisons sont multiples. L'année dernière, nous avons 106 000 candidats pour le bac, 106 000 au total. Mais cette année, il y a 6 000 en moins, si bien que nous sommes à 100 017 candidats. Eh bien, c'est parce que les candidats ont pris conscience qu'il faut bien se préparer avant d'aller au bac. Avant, nous avons beaucoup de rejets, de candidatures, beaucoup de ceux qui n'ont pas la moyenne requise pour pouvoir prétendre aller composer l'année qui suit, donc d'ajourner. Donc les gens ont pris conscience, et les chefs d'établissement ont pris conscience, les professeurs, les parents aussi, si bien que vont au bac ceux qui sont vraiment préparés pour. C'est ce qui explique justement cette baisse. Des dispositions sont prises pour un bon déroulement de cet examen qui donne droit au premier diplôme universitaire. Et nous avons mis à contribution tous les acteurs, le DDEPS, le préfet, les superviseurs, etc., les CISEC, pour que effectivement cette décision soit bien suivie, pour que les candidats
n'aient pas à souffrir de cette délocalisation. L'appel des candidats est prévu pour demain à 7 h et le centre d'Akbro Misrete est choisi pour le lancement officiel. L'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine. Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée s'expose donc à des maladies cardiovasculaires. Martin Huenonsi est cardiologue. Il nous prodigue des conseils pour protéger le cœur au micro de César Achadé et Baudelaire Kancheli. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. La miséricorde de la jungle est un film de Joël Karekezi qui retrace la souffrance de la population et les répercussions du conflit qui embrase le Congo-Kivu depuis plus de 20 ans. Les principaux acteurs sont 2 soldats rwandais qui, séparés de leur unité et contraints à se déplacer le plus discrètement possible, n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans la jungle. Le film Étalon d'or du Yenenga à la 26e édition du FESPACO a été projeté à l'Institut français de Cotonou. Le point avec Rebecca Adjinakou. The Mercy of the Jungle, ou la miséricorde de la jungle, projetée à Cotonou. Vous avez libéré notre pays, monsieur. Vous êtes un patriote. Elle est très belle, Faustin. Un long métrage du réalisateur rwandais Joël Karekezi qui a reçu les talons d'or de Yenenga au FESPACO 2019. C'est un film qui est très bien fait, qui parle d'une problématique qui a touché beaucoup de gens et qui touche encore beaucoup de gens. D'abord, d'un point de vue esthétique, c'est un film extrêmement bien réussi. Rien que cela, ça suffirait. Et donc, à partir du moment où on fait le lien entre des images que l'on voit défiler sur un écran et sa propre vie, même si on n'en a été que spectateur, ça marque. Donc ce film, personnellement, pour moi, ça restera un grand moment et c'est également l'un de ces films qui m'accompagnera. Le réalisateur raconte l'aventure de 2 soldats perdus dans la forêt en pleine guerre. Joël Karekezi a comme repère les conflits en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais au-delà de la dénonciation de l'absurdité de la guerre et du lourd tribut payé par les populations, le message du réalisateur est porteur d'espoir. Je ne voulais pas seulement parler de la guerre. Si vous avez vu, j'ai essayé de ramener cette beauté de l'Afrique, mais aussi questionner la guerre un peu, mais aussi parler de l'espoir et de la paix.
Son travail lui a valu la récompense du meilleur long-métrage fiction de la 26e édition du Festival panafricain du film et de la télévision FESPACO. Depuis, tout un mécanisme est mis en place pour la promotion de l'œuvre. Notre stratégie était vraiment, on va faire un programme avec des jeunes en Belgique, sensibilisation par rapport aux thématiques. Donc l'idée était vraiment d'exister à plein de niveaux différents. On va faire un programme avec les cinémas numériques ambulants, les CNA, que vous connaissez ici au Bénin, qui vont amener le film dans des populations rurales et donc sortir aussi de l'enclave des grandes villes pour essayer vraiment de multiplier et toucher un large public. Pour la petite histoire, Joël Karekezi est un survivant du génocide rwandais de 1994. Orphelin, il a grandi dans les camps de réfugiés et s'est formé sur le tas au 7e art. Et justement, en mémoire du génocide rwandais de 1994, le Sénégal compatit. Une marche a été organisée pour prendre fin à la place du souvenir que les autorités sénégalaises ont érigée à Dakar. Un geste symbolique qui est en même temps un devoir de mémoire pour une Afrique unie. Le reportage de nos confrères de la RTS. Marche à la mémoire des victimes du génocide rwandais perpétré contre les Tutsis en 1994 et jeté ignoblement dans l'eau. Une plaque commémorative a été dévoilée à la place du souvenir africain, située à la corniche ouest de Dakar. Dakar, de tout cœur, avec Kigali, pour que nul n'en ignore. Le Rwanda exprime sa reconnaissance au gouvernement et au peuple sénégalais. Une mention spéciale à l'administration de la place du souvenir africain qui a toujours hébergé nos événements commémoratifs. Qui plus est, le gouvernement du Sénégal a réitéré sa compassion avec les Rwandais dans le devoir collectif de mémoire en acceptant d'ériger ici à la place du souvenir africain cette plaque en mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Par cette plaque commémorative, les générations actuelles veulent inspirer la jeunesse africaine de demain à devenir des agents du changement pour une Afrique unie et solidaire. Nous voulons construire au Rwanda, en Afrique et dans le monde un avenir sans division. Nous voulons donner aux jeunes des moyens de devenir des agents de changement et des bâtisseurs des nations. En unité renouveau, l'Afrique laisse à ses générations futures cette plaque commémorative. Par cette marche, le temps est donné aux jeunesses de demain pour devenir de véritables agents du changement, pour exorciser les démons d'une Afrique unie et solidaire. Une brève pour finir. Au Nigeria, l'exécutif envisage d'investir 180 milliards de naira, soit plus de 270 milliards de francs CFA d'ici 2027 dans la filière palmier à huile. Cet investissement vise à porter la production d'huile à 5 millions de tonnes contre 600 000 actuellement. Ce plan sera accompagné par plusieurs mesures visant non seulement à encourager la production de noix et l'implantation d'usines de transformation, mais aussi à limiter les importations. Dans le cadre de cette stratégie, le pays devrait lancer les opérations de sa raffinerie d'une capacité de 500 tonnes d'ici le premier trimestre de 2020. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci beaucoup à vous aussi de l'avoir présenté. Estelle Espérance Oropazo. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Assio Ngaba. Et bonne suite pour le grand rendez-vous. Merci beaucoup. Oui, le grand rendez-vous qui continue, bien évidemment, avec la rubrique Nature et Bien-être. Le Nature et Bien-être, ce soir, nous parlons d'albinisme, une maladie, et les personnes qui en sont atteintes méritent vraiment des soins particuliers pour le bien-être. Ce soir, nous partageons avec vous l'expérience d'une personne atteinte d'albinisme qui vit bien avec ce mal et épanouie, pourquoi pas. Rendez-vous juste derrière cet élément. Ils sont facilement remarquables, ces personnes atteintes d'albinisme, une maladie qui est liée à l'absence de pigmentation sur leur corps. Les albinos sont identifiables par une peau et des cheveux clairs avec potentiellement des reflets rouges. Cette différence de peau est à l'origine des nombreuses discriminations et violences de tout genre dont elles font l'objet. Leur existence est souvent perçue comme résultante d'une malédiction.
Une situation qui leur est assez difficile à vivre. Les difficultés des personnes atteintes d'albinisme sont multiples et multiformes, dont notamment les stigmatisations sociales. Nous n'arrivons pas à nous intégrer facilement dans la société parce que la société ne nous considère pas. D'autres estiment que nous sommes des fétiches. Donc, il y a plein de ces choses qui font que nous ne sommes pas facilement acceptés dans la société. Défendre et promouvoir les droits civils et politiques de la personne humaine est le combat que mène en général l'ONG Amnesty International. Elle s'occupe également de façon particulière de la protection de cette couche de la population. En la matière, elle mène une lutte contre les atteintes à la vie des albinos. À Amnesty International, quand nous avons des informations tenant au fait de persécution ou bien d'atteinte à la vie de ces personnes-là, nous menons des enquêtes. Nous menons des enquêtes pour documenter effectivement si c'est le cas. Si c'est le cas, nous travaillons sur ces cas-là où nous interpellons directement les gouvernants sur leur responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger les êtres humains sans discrimination aucune fondée sur la couleur de peau et toute autre discrimination que nous pouvons constater. De son côté, l'ONG Valeurs Albinos s'est engagée depuis 2009 dans les actions pour le respect des droits et leur insertion dans la vie sociale. Nous avons eu à scolariser à travers le projet parrainage des enfants albinos et les écoliers et les élèves. Nous avons aussi fait des dons. Nous avons sensibilisé contre le soleil qui est le pire ennemi de la personne albinos et qui d'ailleurs est la base de plusieurs cas de cancer et les tue chaque année. Donc sur ce, nous avons mis en place un fonds d'autonomisation de la personne albinos qui a permis d'inciter chacun d'entre eux à l'entrepreneuriat, à ce qu'ils soient autonomes pour une meilleure insertion. Toujours aussi fort. C'est le thème de la célébration de l'édition 2019 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Un thème qui exhorte les albinos à la résilience et aussi à l'espoir en la concrétisation de leurs rêves. Ah oui, merci en tout cas pour ce reportage. On revient en plateau avec Karine Hungay, présidente de l'association Abi International, c'est ça. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ah oui, je vais très très bien aussi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec Yasmine Damata. Comment allez-vous? La belle forme, bonsoir à vous, Assum Gaba. Alors, l'albinos ou bien l'albinisme, pardon. L'albinisme, on peut vivre avec cette maladie et épanoui comme Madame Hungay. Oui, la preuve elle est là avec nous ce soir. Bonsoir Madame Hungay, comment vous allez? Bonsoir Madame Yasmine, je vais bien, merci de m'avoir invitée. Amis téléspectateurs, vous l'avez compris, on parle d'albinisme. Dans le monde, ils subissent beaucoup de discrimination et avec nous ce soir, nous avons Karine Hungay, qui va un peu nous expliquer, elle personnellement, c'est quoi, quelles sont les formes de discrimination dont elle fait face déjà dans sa vie. Déjà, je vais commencer par dire, je suis albinos. Et je ne suis pas malade, donc je suis juste une personne albinos. Donc, quand on dit maladie, nous avons un certain nombre de problèmes, d'accord? Et c'est surtout le problème de peau qui est le plus sérieux à prendre en compte, d'accord? Donc, en parlant de discrimination, il y en a beaucoup. Déjà, dans la société, même quand tu avais tes diplômes, tu ne trouves pas de boulot juste parce que tu es albinos. Moi, j'en ai subi des discriminations, ok? Donc, lesquelles précisément? Précisément, côté boulot. Côté boulot, c'est vrai, j'ai eu des personnes assez quand même compréhensives qui m'ont donné du boulot dans Cotonou. Oui, sans problème, sans faire la différence. Oui. Qui m'ont pris comme une personne normale, qui m'ont engagé, qui m'ont fait confiance. Vous voyez, mais dans d'autres cas, on te refuse déjà. Exemple, j'étais hôtesse avant, mais certaines personnes, même des journalistes qui organisaient des trucs, refusaient systématiquement de me prendre parce que j'étais albinos. Ils ont dit, mais elle va foutre quoi là-bas? Elle va faire peur aux gens. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Et c'était pas derrière moi, c'était devant moi comme ça. Comment vous vivez cela quand on vous le dit, on vous rejette directement? C'est choquant. Mais moi, personnellement, ça me donnait la force de continuer, ça me donnait la force d'aller de l'avant et de montrer à ces gens-là que non,
En son temps, ils auraient fait une horreur. Mais alors, hein, dans votre vie, tout le temps, c'est la discrimination, Non. ou il y a certains qui vous accompagnent, qui vous acceptent tel que vous êtes? Déjà, j'ai eu la chance d'avoir une famille formidable. Hein. Chez moi, je suis considérée comme une personne normale, on me fait confiance. On me fait plus confiance même qu'aux gens, qu'à mes sœurs noires. Qui ont la peau noire. Qui ont la peau noire. Ouais. Donc, je dis merci Seigneur, parce que ce n'est pas le cas chez d'autres. Chez d'autres, c'est depuis la maison. La discrimination, les petits problèmes, c'est depuis la maison. Et quand tu n'es pas bien à la maison, tu n'es pas bien mieux dehors. Donc moi, je peux dire que c'est grâce à ma famille, je suis aussi épanouie. Mais je voudrais savoir, c'était quoi la première discrimination que vous aviez subie et comment vous l'aviez surmontée? Je peux dire, c'est toujours du côté boulot, comme je le disais. Parce que côté boulot, à part boulot, je n'ai pas eu de problème. Hein. Non, je n'ai carrément pas eu de problème. C'est quand... j'avais posté pour un boulot. Un emploi. Et quand je suis partie déposer, c'était une femme, c'est souvent du côté des femmes, hein, et qui me disait carrément, maintenant, je ne peux pas vous embaucher parce que vous ne pouvez pas. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Je lisais d'abord mon CV et après vous pourriez me dire, mais il dit non, parce que tu es albinos et dans ma structure, je n'accepte pas. Tu vois? Oui, carrément. Hein. Je n'accepte pas parce que je ne veux pas faire fuir mes clients. Mais c'était quand même une belle expérience parce que quand je suis partie de là, je suis allée quelque part d'autre. Une dame encore très gentille qui m'a donné le boulot. Oui. Parce que, bon, je n'étais pas découragée parce que ce qu'elle m'a dit... C'était pour quel genre de poste exactement? C'était pour vendre dans une grande boutique en fait. Okay. C'était une grande boutique de parfumerie. Ok. Donc, l'autre aussi, elle était, la seconde, elle était DG à, je ne peux pas appeler. Non, il ne faut pas appeler le nom de l'entreprise, non. Mais elle était DG quand même quelque part. Et elle avait aussi sa boutique qui devait faire la foire. Promotion. Oui, la promotion. De ses produits. Oui, de ses produits. Et je suis allée avec un certain nombre de filles. Et moi, je lui ai demandé à part, mais madame, je peux travailler pour vous? Parce que vu la frustration que j'avais reçue de l'autre, je lui ai appelé à part, je dis, madame, est-ce que... Mais elle dit, pourquoi cette question? J'ai dit, mais juste parce que je suis albinos. Elle dit, mais c'est bête. Mais tu es engagée parce que tu es belle. Et puis tu as les qualités, tu as tout ce que je veux. Tu vois? Donc je vois que c'est à chacun sa manière de voir les choses. C'est la vie de chacun. Hein. Si l'autre, dans sa maison ou bien dans sa vie, elle a été frustrée aussi, elle va donner la frustration aux gens, elle va partager ça. Donc moi, je vois les trucs comme ça. Je me dis, c'est pas plutôt la couleur de la peau, c'est la manière de voir les choses des gens, de chacun. La façon d'interpréter. L'autre peur des personnes albinos, c'est le soleil. Comment vous vivez avec le soleil? Le soleil, c'est un problème pour l'albinos. Moi, depuis enfant, je suis née d'une famille de 5 enfants. On était 2 albinos, 2 filles albinos. J'ai perdu ma soeur il y a 5 ans. C'est ce qui m'a amenée à créer cette association, en fait, parce qu'elle avait des problèmes de peau. Et les problèmes de peau, pour nous, c'était le plus normal. Bon, les problèmes de peau, donc on traitait ça normalement. Alors, c'était un cancer qui était caché. Donc, quand on a découvert que c'était un cancer, c'était un peu trop tard. On a allé quand même voir les grands dermatos. Elle a fait 1 an à l'hôpital de Tangueta et ils n'ont pas pu soigner. Donc, quand elle était hospitalisée, moi, les docteurs me disaient, parce que moi, je prenais du plaisir encore à faire mes courses sous le soleil. Okay. Et quand un docteur me croise, parce que c'est un grand hôpital, le docteur me disait chaque fois, pardon, fais attention à toi. Quand même, tu vois l'état de ta soeur, c'est le soleil qui a causé ça. Et si tu ne veux pas finir comme elle, arrête de te promener sous le soleil carrément, parce que là, tu as assez fait. Donc, on peut même pas te prescrire les méthodes de prévention. On ne peut que t'interdire. Alors, quand ma soeur est décédée, je me suis dit, mais tous mes semblables qui sont à la maison, qui se promènent, qui
à cause de leur situation, se promènent sous le soleil pour vendre. Comment les avertir quand même que le soleil est un danger pour eux. C'est de là, moi, j'ai créé cette association. Oui. Dieu merci, j'ai une équipe derrière, une équipe qui volontairement a décidé de m'aider sans rien. Je les remercie d'ailleurs. Merci à l'équipe Albi International. Donc, comme ça, on arrive quand même à sensibiliser avec le cas de ma soeur, avec les photos que j'ai gardées dans mes archives. Oui. J'arrive quand même à les toucher. Mais comment vous, personnellement, vous protégez contre le soleil? C'est quoi votre astuce? Bon, moi, vu qu'on m'a refusé le soleil, je suis venue aujourd'hui ici, en plein midi, parce qu'il le fallait. Et j'ai passé des crèmes soleil. J'ai une crème soleil. Ok, qui vous protège. Oui. Donc, vous passez les crèmes là les crèmes pour protéger. Ça coûte pas cher? Est-ce que ça coûte cher, ces gens de produits? Je ne veux pas vous mentir, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et tout le monde n'arrive pas à l'acheter. C'est pour ça, nous lançons aussi des appels à ceux qui peuvent nous offrir, faire des dons de crème solaire pour qu'on puisse les partager. Ok. Parce que grand nombre n'ont pas les moyens. Oui. Donc, tout ce que moi je leur conseille, c'est pas évident, c'est de porter les habits, quand il fait chaud, les habits manches longues, ou de se couvrir avec un paille ou bien les habits en coton manches longues, et les casquettes larges. Ça couvre le visage. Ça couvre le visage, la poitrine. Mais ne pas s'exposer, juste une couche sous le soleil quand c'est comme ça. Maintenant, quand c'est encore avec les crèmes soleil et tout ça, c'est encore mieux. Ok. Parce que les crèmes soleil ne couvrent pas à 100%. Je pense que ça peut aller avec tout ce que Karine nous a décrit. Je pense que les personnes atteintes d'albinisme ont compris et réellement qu'il faut donc se protéger. Il faut vraiment se protéger et éviter de se promener sous le soleil. Même pourquoi se protéger, même porter cagoule s'il le faut. Parce que le danger est immense. Chers amis albinos, vous avez compris, elle a dit au besoin porter des cagoules. Parce que c'est votre peau. C'est votre peau, c'est la vie. Oui. C'est la vie qui en dépend. Oui. Okay. Vraiment, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Et bon retour chez vous. Merci. Merci en tout cas pour les conseils. J'ai compris désormais que vous pouvez donc engager les personnes atteintes d'albinisme chez vous, dans vos entreprises, parce qu'elles sont capables, c'est des gens vraiment compétents, qui ont de la compétence à vendre. Et donc, allez donc vous en procurer, tout simplement. Et puis, ça marche dans vos entreprises. Merci, Karine. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Pratiquement à la fin de ce grand rendez-vous, nous allons rappeler la météo avant de partir.
Ce sera donc tout pour cette édition du Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain 19h00, bien sûr, à la deuxième heure du soir, pour donc un autre numéro, le numéro 3 du Grand Rendez-vous pour le compte de cette semaine-ci. Portez-vous bien, bonne soirée chez vous. Ciao.